Certains gestes peuvent coûter la vie. À Blackstone, un jour de 1887, 3 hors-la-loi apprirent cette leçon lorsqu'ils arrachèrent le chapeau d'un vieil homme qui marchait avec son bâton sur la rue principale. Ce qu'ils ignoraient, c'était que sous ses cheveux blancs et cette poussière se cachait la légende la plus redoutée du territoire du Nouveau-Mexique. Pendant 15 ans, ce vieil homme avait vécu en paix, élevant des chevaux et laissant de côté le poids de ses colts. Mais lorsque son chapeau roula par terre, soulevant un nuage de poussière, et que les rires des 3 ivrognes résonnèrent devant la taverne, quelque chose se brisa en lui. Tout le village retint son souffle. Les commerçants cessèrent de balayer leurs porches, les femmes s'éloignèrent des fenêtres, et même les chiens se turent. Tous connaissaient les histoires. Autrefois, ce vieil homme avait purgé de bandits le chemin entre El Paso et Santa Fe, son nom figurait sur de vieux avis que personne ne se souvenait, et il avait survécu à 17 duels sans jamais tirer le premier. Quand il se pencha pour ramasser son chapeau, sa main droite tremblait, mais pas de peur ni de vieillesse. C'était la tension du prédateur avant l'attaque. Les 3 hors-la-loi riaient toujours, inconscients du silence mortel qui avait envahi le village. Ils ne savaient pas qu'ils avaient réveillé un fantôme qui aurait dû rester endormi. Ce matin-là, Ezra Callahan était sorti de son ranch en bordure de la ville avec sa charrette, transportant 2 poulains destinés à l'écurie de Morrison. Malgré son âge, il gardait le dos droit, bien que son bâton trahisse une ancienne blessure par balle à la jambe gauche, souvenir d'une vie passée. Son chapeau, large et en cuir usé, avec une bande d'argent offerte par sa défunte épouse, était le seul objet précieux qu'il conservait de cette époque, avec 2 revolvers Colt enveloppés dans une toile huilée. En approchant de la rue principale, Ezra remarqua 3 chevaux inconnus attachés devant la taverne du Coyote Argenté. Grands, robustes, monture coûteuse, typique des hommes hors la loi. Les 3 hommes, assis sur le porche avec des bouteilles de whisky à la main, riaient à une plaisanterie du plus grand, un homme aux épaules larges et à la cicatrice sur la joue. Tous portaient 2 pistolets à la ceinture, et le plus jeune avait un fusil à canon scié sur l'épaule. Ezra choisit d'ignorer leurs provocations, conscient que les problèmes n'arrivent qu'à ceux qui les cherchent. Alors qu'il descendait de sa charrette, il entendit une voix moqueuse. « Regardez, un vieux portant encore son chapeau de cow-boy. » Les rires éclatèrent. Morrison, propriétaire de l'écurie, lui fit signe discrètement. Ces hommes faisaient partie de la bande des frères Garet, recherchés dans 3 territoires. Ezra savait que la présence de ces 3-là signifiait que le reste de la bande n'était pas loin. Il détacha les poulains avec la dextérité acquise au fil des décennies, tout en évaluant mentalement la situation. Le plus jeune des hors-la-loi s'approcha soudainement, chancelant à cause de l'alcool, et arracha le chapeau d'Ezra avant de le lancer dans la rue. Celui-ci roula sur plusieurs mètres, les bandes d'argent scintillant au soleil. Ezra resta immobile, sa main serrant son bâton jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Le silence tomba sur Blackstone. Les portes se fermèrent, les rideaux se tirèrent, les enfants jouant près de la forge disparurent comme des fantômes. Même le plus grand des hors-la-loi, voyant Ezra s'avancer vers son chapeau, sentit instinctivement que quelque chose n'allait pas. Le vieil homme se pencha, ramassa son chapeau et le secoua pour enlever la poussière, remarquant une nouvelle rayure sur la bande d'argent. Ce tremblement n'était pas de la peur, mais celui d'un loup ancien qui, après des années de paix, sent de nouveau le sang. Le plus jeune continua à se moquer, tandis que le plus grand se leva pour s'avancer vers Ezra, imposant, un homme de plus de 90 kilos avec des bras comme des troncs d'arbres et une cicatrice traversant sa joue gauche. Ezra, ajustant son chapeau comme il l'avait fait des milliers de fois, leva enfin les yeux pour croiser le regard de l'homme. Il y avait de la peur dans ce regard, mais aucune colère, seulement une froideur totale, semblable à celle que l'on ressent en fixant le fond d'un puits asséché, si bien que le hors-la-loi recula instinctivement, car à travers le voile de l'alcool il venait d'apercevoir quelque chose dans ses yeux gris qui lui glaça le sang. Il avait déjà vu la mort, il avait lui-même ôté la vie à 6 hommes, mais jamais il n'avait croisé un regard pareil. Celui d'un homme ayant tué si souvent que cela n'avait plus aucun sens pour lui. « Ramasse mon chapeau, présente tes excuses et quitte cette ville avant la tombée de la nuit », déclara Ezra d'une voix basse mais tranchante, chaque mot coupant l'air comme une lame, et pendant 3 longues secondes personne ne bougea, tandis que le vent soulevait la poussière et qu'un cheval hennissait nerveusement près de l'abreuvoir, avant que le plus grand des hommes n'éclate d'un rire forcé bientôt imité par ses compagnons, se moquant du vieil homme et de son bâton. Ezra, lui, observait calmement, évaluant chacun. Le plus massif était fort mais lent, le jeune qui avait jeté le chapeau était ivre, et le troisième, resté en retrait, était le plus dangereux, plus lucide et la main proche de son arme. Il leur donna une dernière chance de partir, mais le géant cracha près de ses bottes en se vantant d'être un Garet, un nom craint dans plusieurs territoires, responsable de la mort de Marshall et de Rangers.
Morrison tenta alors d'intervenir, suppliant pour éviter le drame, mais Ezra l'ordonna fermement de rentrer, un ton que Morrison connaissait trop bien depuis l'épisode du voleur de bétail pendu des années plus tôt. Le frère silencieux finit par s'avancer avec une assurance féline. Cole Garret, jeune mais expérimenté, détailla froidement les crimes de chacun de ses frères avant de proposer à Ezra de s'agenouiller ou de mourir, sous les regards terrorisés des habitants rassemblés aux fenêtres, tandis qu'Ezra levait un instant les yeux vers le ciel bleu, se souvenant de sa femme. Avant d'avouer qu'il avait promis 15 ans plus tôt de ne plus jamais tuer, promesse qu'il avait tenue jusqu'à ce jour, mais que l'insulte, la profanation du souvenir de son épouse et la menace pesant sur des innocents l'obligeaient à la briser, annonçant qu'il enverrait ses excuses à sa femme après avoir laissé les 3 hommes morts à ses pieds. Si Tom riait encore, Cole, lui, comprit immédiatement la gravité de la situation, reconnaissant chez Ezra un véritable prédateur, et exigea son nom complet. Lorsqu'Ezra répondit « Ezra Callahan », le silence devint glacial, car ce nom, celui du démon de la frontière, ancien marshal fédéral réputé pour avoir abattu des dizaines d'hommes, était censé appartenir à un mort depuis 1872, ce qu'Ezra démentit calmement, expliquant qu'il avait survécu grâce à sa femme, changé d'identité et choisi la paix, une vérité que seuls les Garret découvraient à présent. Encore sous l'emprise de l'alcool, l'un d'eux lança avec mépris « Qui pouvait bien être ce fameux Ezra Callahan, et pourquoi devrait-il craindre un simple nom ?» Cole, lui, sentait la peur lui serrer la poitrine, mais il était déjà trop tard pour reculer sans perdre la face. Il tenta de se montrer sûr de lui, affirmant qu'Ezra n'était plus que l'ombre de ce qu'il avait été 15 ans plus tôt. Un vieil homme usé, lent, à la vue déclinante, incapable de rivaliser avec 3 jeunes rapides et armés. Ezra se contenta d'acquiescer calmement, reconnaissant son âge, sa main tremblante rongée par l'arthrite et sa vue affaiblie, avant d'expliquer d'une voix posée que la vitesse seule ne suffisait pas. Il fallait savoir quand tirer, où viser et surtout avoir la détermination d'agir sans hésitation. Il fit un pas vers eux, un seul, mais ce mouvement suffit à faire reculer instinctivement les 3 frères. Il rappela qu'en tant que marshal, il n'avait jamais tiré le premier, laissant toujours ses adversaires initier le geste fatal, et que pourtant aucun n'avait eu le temps de dégainer. Le soleil était au zénith, le vent soulevait la poussière, les conditions étaient parfaites pour un duel sans illusion ni aveuglement. Ezra leur offrit une dernière chance de partir vivant, mais Jimmy, le plus jeune, grisé par l'alcool, cracha au sol et l'insulta, affirmant qu'il ne fuirait pas devant un vieillard à peine capable de marcher sans canne. Lorsqu'il porta la main à son arme, tout se joua en une fraction de seconde. La canne tomba, un coup de feu retentit comme un tonnerre, et Jimmy s'effondra, touché en plein cœur avant même d'avoir dégainé. Le silence figé dura quelques secondes, jusqu'à ce que Tom et Cole réalisent l'horreur de la scène et croisent le regard glacé d'Ezra, tenant son colt comme une extension naturelle de son bras, sans la moindre trace de triomphe. Ezra rappela froidement qu'il s'agissait de légitime défense, sous les yeux de tous. Fou de rage et de douleur, Tom tenta à son tour de dégainer malgré les supplications de Cole, mais Ezra tira de nouveau, l'abattant net d'une balle mortelle. Il ne resta plus que Cole, qui comprit enfin l'ampleur de son erreur et leva lentement les mains, suppliant pour récupérer les corps et partir sans chercher d'ennui. Ezra lui reprocha d'avoir semé la terreur parmi des innocents, mais finit par lui laisser la vie sauve à condition qu'il avertisse le reste de la bande et quitte définitivement la région. Terrifié, Cole obéit, emportant les corps de ses frères avant de disparaître dans un nuage de poussière. Lorsque le calme revint, les habitants sortirent prudemment, partagés entre respect et crainte. Ezra, marqué par le poids de ses actes, murmura une excuse à sa défunte épouse pour avoir rompu la promesse de ne plus jamais tuer. Le révérend tenta de le réconforter, rappelant qu'il avait protégé le village, mais Ezra ne voyait qu'une promesse brisée et des vies ôtées. Il rangea son arme, ramassa sa canne et s'éloigna lentement, non comme un vainqueur, mais comme un homme vaincu par son passé. Plus tard, une vieille amie de sa femme tenta de l'apaiser en lui rappelant que certaines promesses doivent être rompues pour en préserver de plus importantes, comme celle de protéger les innocents. Ezra, les yeux humides, confia alors que la violence faisait partie de lui depuis la guerre, qu'il avait longtemps tenté de la justifier et qu'il avait espéré qu'un uniforme et une loi suffiraient à la contenir avant de comprendre qu'elle ne disparaissait jamais vraiment. Je me trompais. Je passa une main sur mon visage pour essuyer mes larmes. Martha a été la première personne à me montrer ce que j'étais devenu. Pas un protecteur, pas un défenseur de la justice, juste un assassin avec un insigne. Quand elle m'a demandé de laisser tout ça derrière moi, c'était le plus beau cadeau qu'elle pouvait me faire. Elle m'a donné l'opportunité de redevenir un homme, pas seulement une machine à tuer. Et aujourd'hui, tu es redevenu un homme, dit le révérend qui s'était approché. Un homme qui protège sa communauté.
Il y a une différence entre un assassin et un protecteur. Les assassins tuent pour le plaisir, pour l'argent, pour le pouvoir. Toi, tu as tué parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Cette différence, c'est tout. J'ai secoué la tête lentement. Révérend, avec tout le respect que je vous dois, vous ne savez pas de quoi vous parlez. J'ai vu vos yeux quand vous avez tué ces jeunes hommes. Une part de moi a apprécié. La part que j'avais enterrée il y a 15 ans s'est réveillée aujourd'hui et a savouré chaque instant. Le silence qui suivit était lourd, personne ne savait quoi dire face à une telle honnêteté. Morrison finit par parler. « Que vas-tu faire maintenant, Ezra ?» « Je retourne à mon ranch, répondis-je. Je vais enterrer ce revolver de nouveau, plus profondément cette fois, et prier pour ne jamais avoir à le ressortir. » Je fis claquer les rênes et la charrette se mit en mouvement. Morrison cria « Ezra, les poulains, ton argent !» Mais je ne m'arrêtai pas, donne-le à la fille du forgeron. Son père aura besoin d'un médecin après la raclée que lui ont infligé ces malfaiteurs. Que cet argent aide pour les soins. Ce soir-là, assis sur le porche de ma petite maison de ranch, je regardais les étoiles, une bouteille de whisky à moitié vide à côté de moi, un rare plaisir. Je tenais mon Colt .45, soigneusement nettoyé comme toujours après usage, habitude de mes jours de Marshall. L'arme brillait à la lumière de la lune, belle et mortelle à la fois. J'ai parlé avec eux aujourd'hui, Martha, dis-je au vent nocturne. Je leur ai dit que j'avais promis de ne plus jamais tuer. Je leur ai donné une chance de partir, mais tu avais raison à mon sujet. Tu savais toujours que la violence faisait partie de ma nature, non pas quelque chose que j'ai appris, mais avec laquelle je suis né. Le vent soufflait doucement à travers les champs et j'entendais les chevaux hennir dans l'écurie, sont normaux d'une vie normale que j'avais. Tenter de construire sur les cendres de mes péchés passés. 15 ans, continuai-je. 15 ans depuis que j'ai fait cette promesse. 15 ans de paix. Et il a suffi d'une seconde pour tout détruire. Une seconde où ce jeune imbécile a porté la main à son arme, une seconde où tout ce que j'avais enfoui est remonté à la surface. Je portai la bouteille à mes lèvres et bus profondément. Le whisky brûlait, mais c'était une douleur bienvenue qui me ramenait au présent et me rappelait que j'étais vivant. Le pire, murmurai-je, c'est que tandis que je pressais la détente, que je voyais tomber ces deux hommes, une part de moi se sentait à nouveau vivante. C'est une vérité que je n'ai jamais pu te dire quand tu étais en vie. J'ai manqué de cette sensation, et pendant toutes ces années de paix, une part de moi est morte lentement. Je me levai avec difficulté, appuyé sur ma canne, et me dirigeai vers le grenier où je rangeais mes outils. Au fond, caché sous des planches, se trouvait une boîte en métal contenant mon deuxième revolver, mon ancien insigne de Marshall et des coupures de journaux de mes jours de gloire. Je déposai le revolver à côté de son jumeau. Les deux reposaient côte à côte, comme des frères réunis après une longue séparation. Je regardais l'insigne de Marshall, déjà rouillé par les années, obtenu à 23 ans après avoir capturé les hors-la-loi les plus recherchés du territoire. Je refermai la boîte et l'enterrai de nouveau sous les planches. En revenant sur le porche, je vis des lumières approcher. C'était le shérif Miller, revenu plus tôt que prévu, accompagné de deux adjoints que je ne connaissais pas. « Ezra » salua Miller en descendant de cheval. « J'ai entendu ce qui s'est passé. Je suis venu aussi vite que possible. » Le shérif, à peine 30 ans, était honnête et compétent. Il avait été adjoint au Texas avant d'obtenir le poste à Blackstone. Il me respectait, même s'il ignorait ma véritable identité jusqu'à aujourd'hui. Les frères Garay, continua-t-il. Il y avait des avis de recherche pour eux dans mon bureau, 5 000 $ chacun, vivants ou morts. J'acquiesçai sans rien dire. Miller s'avança et retira son chapeau. Ce que tu as fait aujourd'hui était légitime, Ezra. 20 témoins peuvent le confirmer, mais il y a autre chose. Le frère que tu as épargné, Cole, a été capturé par les Rangers du Texas à 20 miles d'ici. Il a tout avoué, les meurtres, les vols, tout. Il a dit que tu lui avais donné la chance de vivre et qu'il ne la gâcherait pas en mentant. Bien, dis-je simplement. Il y a 3 000 $ de récompense totale, continua Miller. C'est pour toi, mais je ne les veux pas donner aux familles des hommes que ces malfaiteurs ont tués. Miller acquiesça comme s'il s'y attendait. Il y a aussi autre chose. Les Rangers recherchent un nouveau marshal territorial expérimenté. Quand j'ai mentionné ton nom, ton vrai nom, ils ont dit que le poste était à toi si tu voulais. Bon salaire, autorité sur 3 territoires. Je regardais le ciel étoilé. Il était tentant de redevenir ce que je savais faire de mieux.
Mais je pensais à Martha, à ma promesse, à ces 15 années de paix. Dites-leur non, shérif. Mon temps de porter un signe est terminé depuis longtemps. Je suis juste un vieux rancher maintenant. Rien de plus. Et c'est ainsi que se termine l'histoire du jour où Ezra Callahan montra que certaines erreurs coûtent la vie et que certains hommes ne changent jamais, peu importe les années qui passent. Le vieux retourna à sa vie tranquille, mais le village de Blackstone n'oublia jamais ce qu'il avait vu ce jour de 1887. Si vous avez aimé cette histoire du Far West, abonnez-vous à Vieille Ouest Sauvage et activez la cloche pour ne manquer aucun récit d'honneur, de vengeance et de rédemption à la frontière. Laissez-nous vos impressions sur l'histoire d'Ezra dans les commentaires et à bientôt pour une nouvelle aventure. Les jours suivants, Ezra reprit le rythme tranquille de son ranch. Les chevaux paissaient paisiblement dans les champs et les poules picoraient sans inquiétude. Mais, malgré la paix apparente, son esprit restait hanté par les événements récents. Chaque bruit dans le vent, chaque craquement dans le grenier lui rappelait le pouvoir destructeur qu'il avait entre ses mains. Il se leva à l'aube, sortit sur la terrasse et regarda les premiers rayons du soleil éclairer les plaines. Le paysage semblait immobile, éternel, comme si le temps lui-même refusait de passer. Ce matin-là, une silhouette apparut au loin, montant un cheval au galop. Ezra plissa les yeux. C'était une jeune femme, vêtue d'une cape poussiéreuse, tenant fermement les rênes. Lorsqu'elle s'approcha, Ezra reconnut immédiatement dans son regard la détermination et la force de caractère qu'il connaissait autrefois. Elle se présenta sous le nom de Clara, fille d'un fermier voisin, et expliqua qu'elle cherchait un mentor. Elle voulait apprendre à protéger son territoire et à défendre sa communauté contre les hors-la-loi qui terrorisaient la région. Ezra hésita. 15 ans de paix, il ne voulait plus replonger dans le chaos de la violence. Pourtant, quelque chose dans l'attitude de Clara réveilla un ancien feu en lui, l'envie de transmettre son savoir, de former quelqu'un capable de faire ce qui était juste sans perdre son humanité. Il la regarda longtemps avant de répondre « Très bien, mais sache ceci, Clara, protéger ne signifie pas tuer. La force véritable vient de la patience, de la vigilance et de la sagesse. » Les semaines suivantes, Ezra commença à l'enseigner. De l'équitation à la manipulation des armes, de la stratégie de défense aux principes de justice et d'honneur, il transmit chaque leçon avec sérieux et prudence. Mais dans chaque exercice, il voyait en elle une réflexion de lui-même à son âge. Courageuse, parfois imprudente, mais prête à apprendre. Une nuit, alors qu'ils observaient le ciel étoilé depuis le porche du ranch, Clara demanda « Ezra, penses-tu que quelqu'un peut vraiment changer, peu importe ce qu'il a fait ?» Ezra resta silencieux un instant, puis murmura « La paix que nous cherchons n'est pas l'oubli du passé, mais l'acceptation de nos erreurs et la volonté de faire mieux. Tu peux changer, Clara, mais seulement si tu choisis chaque jour de rester fidèle à ce que tu es vraiment. » Cette réponse résonna longtemps dans le cœur de la jeune femme, et quelque part, dans le crépitement du feu et le souffle du vent sur la plaine, Ezra sut qu'il avait trouvé une raison de continuer à se battre, pas pour lui-même, mais pour ceux qui suivraient ses pas, pour la paix qu'il avait mis tant d'années à reconstruire. Ainsi, le ranch d'Ezra Callahan devint non seulement un lieu de repos, mais un sanctuaire où le courage, la justice et l'honneur se transmettaient à la nouvelle génération sous le ciel infini du Far West.